Le conflit israélo-palestinien, à la base, n'est pas spécialement un conflit religieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Xavier Makanta, je suis un passionné d'histoire et un jeune auteur engagé. J'ai publié mon premier roman qui s'intitule Au-delà des ombres, qui m'a donné l'opportunité de passer sur la chaîne TV5 Monde, le journal d'Afrique, afin de le présenter. Ce livre est actuellement toujours disponible sur Amazon et c'est un livre qui a été publié en auto-édition. Il relate la vie d'une jeune fille qui s'appelle Amani et qui grandit à l'est de la République démocratique du Congo où il y a des guerres. Dans ce documentaire aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des conflits les plus majeurs de ces dernières années, le conflit israélo-palestinien, et ensemble, on va essayer de comprendre quelles sont les origines de ce conflit, pourquoi persiste-t-il encore aujourd'hui et quelles en sont réellement les raisons. Reste avec moi si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à commenter afin qu'ensemble on puisse voyager et en savoir plus sur ce conflit qui perdure de génération en génération. Le conflit israélo-palestinien au départ n'est pas un conflit religieux. Il est vieux de 2000 ans. Il n'est pas né avec Abraham, ni avec les prophètes, ni avec les croisades. Il ne vient pas d'une haine ancestrale entre juifs et arabes. La réalité la plus présente, plus structurée et surtout politique. Son origine se trouve dans un processus de colonisation entamé à la fin du 19e siècle, poursuivi sous domination britannique, puis amplifié après 1948 et 1967. Un processus qui transforme un territoire déjà habité, administré, organisé, en une terre convoitée, disputée et puis finalement déchirée. Pour comprendre la guerre d'aujourd'hui, il faut repartir avant la tempête. Revenir en Palestine, sous l'Empire ottoman, au moment où la région n'était pas un champ de bataille, mais une province comme les autres. Une terre où vivaient les Arabes musulmans, les Arabes chrétiens et une petite communauté de juifs autochtones. Une terre où le conflit moderne n'existait pas encore. Puis lentement, les équilibres vont basculer. L'arrivée des premières migrations juives d'Europe de l'Est après 1882, les premières colonies agricoles financées par des organisations européennes, les tensions avec les populations locales expulsées des terres vendues par les grands propriétaires. Puis la promesse britannique en 1917, créer un foyer national juif en Palestine. Promesse faite par un empire européen à un peuple européen sur une terre qui n'est pas la sienne. À partir de là, tout s'accélère. Le mandat britannique restructure le pays, les institutions juives se renforcent, les Palestiniens qui protestent sont écrasés, et en 1948, l'histoire bascule définitivement. La guerre éclate, Israël naît et près de 700 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient. C'est le Nakba, la catastrophe. Depuis, le conflit n'a rien d'une querelle religieuse. Il est la conséquence directe d'un projet colonial, d'une partition imposée, d'une occupation prolongée et d'un processus de colonisation qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais cessé. Un conflit de terre, de frontières, de souveraineté, de peuples déplacés. C'est cette histoire souvent simplifiée, parfois déformée que nous allons raconter. Depuis la Palestine ottomane jusqu'aujourd'hui, depuis les premières migrations de 1882 jusqu'aux colonies modernes en Cisjordanie, depuis les promesses contradictoires de l'Empire britannique jusqu'au bombardement actuel. Comprendre cette histoire, c'est comprendre pourquoi depuis plus d'un siècle, ce territoire de 27 000 km², à peine grand comme la Bretagne, reste l'un des lieux les plus disputés du monde. Pendant plus de 4 siècles, de 1517 à 1917, la Palestine fait partie de l'Empire ottoman. Ce n'est pas un État indépendant, mais une région intégrée à une vaste administration impériale qui s'étend de Budapest jusqu'au Yémen. La Palestine n'existe pas comme un pays unifié, elle est divisée en 3 districts bien distincts. Le Sandjak de Jérusalem, le Sandjak de Nablus et le vilayet plus large de Damas, auquel appartient le nord de la région, notamment Acre et Haïfa. Cette organisation administrative n'empêche pas l'existence d'une identité locale forte. Les habitants se définissent par leur ville, leur clan,
leur village, leur confession. Mais l'idée d'un conflit national juif contre les Arabes n'existe pas encore. Au début du 19e siècle, la population est estimée entre 300 000 et 500 000 habitants, majoritairement arabo-musulmans. On y trouve également des Arabes chrétiens présents depuis les premiers siècles à l'ère chrétienne et une petite communauté juive autochtone installée principalement à Jérusalem, Safed, Hébron ou encore à Tibériade. Ces juifs ne viennent pas d'Europe, ce sont des descendants des communautés qui ont survécu au siècle, intégrés à la vie locale. Ils parlent arabe, portent des vêtements similaires à ceux des Palestiniens et vivent sous une même administration ottomane. La cohabitation n'est pas parfaite, mais elle est stable. Les tensions existent comme dans n'importe quelle société prémoderne, sans jamais prendre la forme de guerre nationale ou encore de guerre ethnique. Ce qui structure la Palestine ottomane, ce n'est pas la rivalité entre peuples, mais les impôts impériaux, les terres gérées par les nobles locaux, les pèlerinages à Jérusalem et les échanges commerciaux avec la Syrie, l'Égypte et la mer Méditerranée. La région est pauvre, agricole mais vivante. Les villages s'organisent autour de la culture de l'olivier, du blé et de la vigne. Les grandes familles dominent la vie politique locale. Et surtout, la Palestine est déjà habitée depuis des siècles. Les villages existent, les terres sont cultivées et les familles y sont enracinées. Quand les premières vagues d'immigration juive européenne arrivent à partir de 1882, elles ne viennent donc pas sur une terre sans peuple. Elles arrivent sur un territoire où la population a une histoire connue, un mode de vie établi, une identité locale forte et un lien ancien à la terre. La clé pour comprendre le conflit, c'est comprendre la Palestine avant la colonisation. Un pays réel, habité, structuré, loin de l'image simplifiée d'un désert vide qui a juste été envahi. Cette réalité est souvent occultée par les récits coloniaux du XXe siècle, mais elle est plus qu'essentielle parce qu'elle nous montre que la transformation du pays, politique, démographique, territorial, commence véritablement avec un phénomène moderne, ce qu'on appelle le sionisme. Et c'est là que débute réellement la rupture. Comme je l'ai dit précédemment, le sionisme va arriver au 19e siècle. C'est un moment où l'Europe de l'Est est secouée par les pogroms, la montée des nationalismes et la question juive qui bouleverse les empires russes et austro-hongrois. C'est dans ce contexte que naît le sionisme, un mouvement politique moderne fondé sur une idée raciale, créer un État juif, mais en Palestine. C'est comme si je disais créer un État belge, mais en France. C'est un peu ça. En 1882, ce projet prend forme. C'est la première Aliyah, la première vague d'immigration juive d'Europe vers la Palestine ottomane. Des milliers de juifs russes et roumains, fuyant les violences antisémites, s'installent dans un pays qui n'est pas le leur, mais qui dans leur imaginaire représente un retour aux origines. Ils fondent les premiers villages agricoles, Rishon-le-Zion, Petah Tikva, Ziron Yaakov, financés par le baron Edmond de Rothschild. Ces colonies fonctionnent sur un principe simple: acheter des terres et remplacer les paysans palestiniens qui y travaillent depuis plusieurs générations. À l'époque, la Palestine est encore ottomane et les terres appartiennent souvent à de grands propriétaires absents installés à Beyrouth ou encore à Damas. Quand ces propriétaires vendent, ce sont les paysans locaux, les fellahs, qui se retrouvent expulsés de ces terres. Les tensions commencent ici. Dans les années 1890, les Palestiniens écrivent déjà aux autorités ottomanes pour dénoncer l'installation de migrants européens trop organisés, trop cohérents et beaucoup trop déterminés. En 1896, un journaliste viennois, Theodor Herzl, y publie un article qui s'appelle « L'État des Juifs ». Un an plus tard, en 1897, il organise le premier congrès sioniste à Bâle et il y fixe l'objectif: créer un peuple national pour le peuple juif en Palestine. À partir de ce moment, le projet devient politique, structuré, international,
On crée des institutions pour acheter des terres et y installer des colons. Il y a le Jewish National Fund en 1901, l'Organisation sioniste mondiale, la Jewish Colonial Trust et des comités d'Europe centrale occidentale qui financent écoles, armes ou encore infrastructures. Entre 1904 et 1914, c'est la deuxième Aliyah. Elle est encore plus massive puisque de milliers de jeunes juifs d'Europe de l'Est arrivent avec une vision nouvelle, créer une société juive séparée, homogène et complètement autosuffisante. Ils fondent les premiers kibbutzim comme Degania en 1909. Cette génération veut une terre juive, un travail juif, une économie juive. Ce qui, en pratique, signifie exclure les Palestiniens de l'économie locale. Et les colons vont même créer un slogan, Avoda Ivrit, le travail juif. Et c'est là le début de la ségrégation économique entre les Juifs et la Palestine. En 1909, ils fondent Tel Aviv, premier quartier juif moderne à côté de la ville palestinienne de Jaffa. Les deux villes représentent désormais deux mondes séparés. L'un, ancien, arabe, autochtone, l'autre, moderne, européen, mais complètement colonisateur. Les Palestiniens jusqu'ici majoritaires et maîtres de leur terre commencent à sentir qu'ils perdent le contrôle. Les tensions montent, les Ottomans tentent de réguler l'immigration, mais l'Empire s'affaiblit petit à petit. La Première Guerre mondiale approche, la Palestine va changer de main et avec elle, son destin. Dans cette période, un fait essentiel apparaît. Le conflit ne naît pas d'une haine ancestrale, mais d'un projet colonial importé de l'Europe, appliqué sur une terre déjà habitée. Ce projet va prendre une dimension décisive à partir de 1917, quand un empire européen décide de lui donner une légitimité internationale, la déclaration de Balfour. Et ce sera là la prochaine rupture. Le tournant décisif arrive donc en 1917. L'Empire ottoman s'effondre pendant la Première Guerre mondiale et les puissances européennes se partagent le Moyen-Orient comme un butin de guerre. La Palestine passe sous contrôle britannique et tout commence avec une lettre de 67 mots, un document qui va changer l'histoire du monde. Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, écrit une lettre à Lord Rothschild, figure majeure du mouvement sioniste anglais. Et cette lettre proclame ceci: le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. La déclaration Balfour est une promesse faite sur une terre qui ne leur appartient pas, à un peuple qui n'y est pas majoritaire. À cette époque, la Palestine compte environ 90% d'Arabes et 10% de Juifs majoritairement autochtones. Mais pour les Britanniques, cette promesse n'est pas un simple geste spirituel. C'est un calcul impérialiste placer en Palestine une population alliée européenne susceptible de servir leurs intérêts stratégiques entre l'Égypte, le canal de Suez et le Golfe Persique. En 1920, la Société des Nations donne officiellement à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine. Le texte du mandat reprend mot pour mot la déclaration de Balfour. Dès lors, la colonisation devient politique d'État. Entre 1920 et 1939, la population juive passe de 10% à 30% de la population totale. Les Britanniques encouragent l'immigration juive à grande échelle en construisant ports, routes, administrations, infrastructures destinées à faciliter l'installation des nouveaux arrivants. Les institutions juives se renforcent. Le Haganah, armée paramilitaire fondée en 1920, Histadrut, le syndicat juif qui contrôle l'économie, et l'agence juive en 1929 qui sert d'embryon de gouvernement. Pendant ce temps, les Palestiniens sont exclus de toutes les structures de pouvoir. Les Britanniques les considèrent comme un obstacle, pas comme un partenaire. Les tensions montent rapidement. En 1920, 1921 puis 1929, des affrontements éclatent entre Palestine et colons juifs, notamment autour des murs de lamentation à Jérusalem. En août 1929, le conflit atteint Hébron, où 67 juifs autochtones, des familles présentes depuis des siècles, sont tués dans un épisode de violence qu'aucun récit honnête
ne doit minimiser. La situation devient vraiment explosive à partir de 1936. La grande révolte arabe commence, une insurrection nationale palestinienne contre l'immigration massive, l'exportation des terres et la domination britannique. Pendant 3 ans, de 1936 à 1939, les Palestiniens paralysent le mandat. Les Britanniques répondent par une répression féroce. Il y aura 20 000 soldats déployés, des exécutions, destruction des villages et des arrestations massives. En 1939, devant la colère du monde arabe et la montée des tensions internationales, les Britanniques émettent ce qu'on appelle le livre blanc. Ils limitent l'immigration juive et promettent un futur État binational. Mais il est trop tard, le pays est fracturé, militarisé, polarisé, les milices juives s'organisent, certains deviennent terroristes, Irgun dirigé par Menahem Begin, le Lehi fondé par Yitzhak Shamir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armes circulent, les camps s'entraînent, les Britanniques épuisés n'arrivent plus du tout à contrôler la situation. À partir de 1947, les Britanniques jettent l'éponge et ils envoient le dossier à l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation internationale propose un plan de partition qui va déclencher une guerre totale. Une guerre qui marquera la naissance d'Israël et l'exil de centaines de milliers de Palestiniens. La colonisation britannique ne crée pas seulement une administration, elle crée la condition du conflit moderne en modifiant la démographie, en restructurant l'espace politique et en opposant 2 peuples sur une même terre. Le voile se déchire et la guerre approche. En 1947, après 30 ans de mandat colonial, la Grande-Bretagne renonce et soumet le dossier à l'ONU, comme je l'ai dit précédemment dans ce documentaire. Le 27 novembre 1947, l'Assemblée générale vote la résolution 181, le plan de partition. Ce plan accorde 55% du territoire à un État juif et 45% à un État arabe et place Jérusalem sous contrôle international. Mais un chiffre écrase tout le reste. En 1947, les Juifs représentent 33% de la population, pendant que les Palestiniens n'en représentent que 7%. Pour les Arabes majoritaires, le partage apparaît comme profondément injuste. Pour les sionistes, c'est une victoire historique et un moment fondateur. Le soir même du vote, la guerre civile commence. Entre décembre 1947 et mai 1948, la Palestine sombre dans une spirale de violence, villages encerclés, routes contrôlées, embuscades, attentats, contre-attaques, représailles. Les milices juives, la Haganah, l'Irgun et le Lehi, passent d'une posture défensive à des offensives planifiées. Le plan Dalet, lancé au printemps 1948, vise officiellement à sécuriser les axes et les zones stratégiques. Dans les faits, il se transforme en une série d'opérations militaires conduisant à l'expulsion massive des populations arabes. Certaines villes tombent les unes après les autres, Jaffa, Haïfa, Safed ou encore Tibériade. Le 9 avril 1948, un événement marque un point de non-retour, le massacre de Der Yassin. Les milices Irgun et Lehi attaquent ce village près de Jérusalem. De nombreux morts sont comptés, environ 100 à 120, et l'impact psychologique est immense. La peur se propage dans toute la Palestine, des villages entiers fuient avant même l'arrivée des combats, et le 14 mai 1948, alors que les Britanniques quittent officiellement le pays, David Ben Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. Le lendemain, les armées arabes, Égypte, Jordanie, Syrie, Irak ou encore Liban entrent en guerre et le conflit devient alors régional. Mais malgré la participation de ces États, la réalité est implacable. Les Palestiniens, eux, n'ont plus d'armée nationale, ils n'ont pas d'État, pas de stratégie unifiée pour combattre cette invasion. L'élite politique palestinienne avait été décimée pendant la répression britannique de 1936 à 1939. Au fil des mois, les forces juives supplantent les armées arabes désorganisées et en novembre 1948, Israël contrôle déjà 70% du territoire. La Cisjordanie passe sous contrôle jordanien, Gaza sous contrôle égyptien. Et surtout, un événement marque la mémoire palestinienne pour toujours, la Nakba, la catastrophe. Entre décembre 1947 et l'été 1949, environ 700 000 Palestiniens, soit la majorité de la population arabe, fuient ou sont expulsés de leur village.
Plus de 400 villages palestiniens sont détruits, rasés et parfois rebaptisés. Des familles entières partent avec quelques vêtements, quelques documents en pensant revenir dans une semaine, un mois, un été, et beaucoup ne reviendront jamais. Les frontières sont gelées, des millions de personnes vivent désormais dans des camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie, à Gaza et en Cisjordanie. Le conflit ne s'arrête donc pas en 1948, il commence véritablement ici, car un peuple perd sa terre, une région se redessine et les blessures restent ouvertes. La guerre ne crée pas seulement deux États, elle crée deux mémoires inconciliables, deux récits opposés et deux traumatismes historiques. L'un fondateur et l'autre irréparable. Et pourtant, malgré la violence de 1948, la plus grande rupture reste encore à venir. Elle arrivera en 1967 lors d'une guerre éclair qui va redéfinir le Moyen-Orient pour des décennies. Après la guerre de 1948, l'État d'Israël est né, occupant désormais 78% de la Palestine mandataire, et la Cisjordanie est annexée par la Jordanie, la bande de Gaza est administrée par l'Égypte, et les Palestiniens, eux, n'ont plus d'État, plus d'armée et plus aucune direction politique. Ils deviennent donc un peuple dispersé. Plus de 700 000 réfugiés palestiniens s'entassent dans des camps improvisés à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie ou encore en Syrie. L'ONU crée en 1949 une agence dédiée unique au monde, l'UNRWA. Sa mission, c'est gérer l'urgence, distribuer de la nourriture ou encore ouvrir des écoles. Pas reconstruire un État, pas permettre un retour. Les réfugiés entrent dans une attente indéfinie qui dure encore aujourd'hui. Pendant ce temps, Israël consolide son jeune État. Il adopte la loi du retour en 1950 qui accorde automatiquement la citoyenneté israélienne à tout juif du monde, mais refuse le retour des Palestiniens expulsés quelques années plus tôt. Les villages détruits ne sont jamais reconstruits, les terres abandonnées sont placées sous administration étatique et puis enfin redistribuées. La Cisjordanie passée sous contrôle jordanien est intégrée au royaume hachémite. La population palestinienne reçoit la nationalité jordanienne, mais le leadership politique, lui, reste marginalisé. Dans les années 50, l'ensemble du Moyen-Orient entre dans une phase d'instabilité. Israël mène des opérations militaires le long des frontières en représailles aux infiltrations et aux incidents. En retour, les groupes palestiniens, encore désorganisés, mènent leurs premières attaques modestes. La région vit dans un équilibre précaire, une succession de raids, d'embuscades et de représailles. Puis arrive 1956 avec la crise de Suez. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal. En réponse, Israël, la France et le Royaume-Uni attaquent l'Égypte. Israël envahit la bande de Gaza et le Sinaï. Sous la pression des États-Unis et de l'ONU, les troupes israéliennes se retirent, mais la crise laisse une trace profonde. Les Arabes voient dans Israël un instrument de l'Occident. Les Israélites voient dans Nasser la plus grande menace régionale. Après Suez, un nouvel acteur prend forme, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, fondée en 1964. Son objectif est clair, représenter politiquement un peuple sans État. Cependant, les moyens de l'OLP restent encore très limités. Les États arabes veulent contrôler l'organisation, les Palestiniens veulent se libérer eux-mêmes. À la veille de 1967, la région ressemble véritablement à une poudrière. Israël se sent encerclé, les États arabes se sentent humiliés par la défaite de 1948 et les réfugiés palestiniens vivent dans des camps qui ressemblent de plus en plus à des prisons à ciel ouvert. Les grandes puissances, États-Unis, URSS, France, voient dans le conflit une extension de la guerre froide. En juin 1967, en seulement 6 jours, le Moyen-Orient bascule une nouvelle fois. Une guerre éclair va redessiner les frontières, amplifier l'occupation et étendre la colonisation jusque dans le cœur de la Cisjordanie. Et ce sera là encore la prochaine rupture. Nasser ferme le détroit de Tiran aux navires israéliens, les casques bleus de l'ONU se retirent du Sinaï, la Jordanie signe un pacte militaire avec l'Égypte, la Syrie bombarde sporadiquement les fermes israéliennes de Golan, et Israël, convaincu que la guerre est inévitable, prépare une opération éclair.
Le 5 juin 1967, Israël lance une attaque préventive. En quelques heures, l'aviation israélienne détruit l'essentiel des forces aériennes égyptiennes au sol, puis les combats s'étendent à la Jordanie et à la Syrie. Le monde arabe est pris de vitesse, le déséquilibre militaire est total. Le 8 juin, Israël occupe Jérusalem-Est et la Cisjordanie, jusque-là sous contrôle jordanien. Le 10 juin, le plateau du Golan tombe. Et en moins d'une semaine, Israël contrôle désormais le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Un territoire 3 fois plus grand que celui acquis en 1948. C'est ici que l'occupation moderne va commencer. Dès l'été 67, les Palestiniens vivent sous contrôle de l'armée israélienne. Les postes militaires, les couvre-feux, les arrestations administratives deviennent leur quotidien. Le droit israélien remplace le droit jordanien. Les terres non enregistrées sont placées sous propriété de l'État. Et très vite, un nouveau phénomène apparaît, les colonies. En novembre 1967, Israël fonde la première colonie en Cisjordanie, Kfar Etzion, reconstruite à l'emplacement d'un ancien kibboutz détruit en 1948. Puis d'autres suivent. Kiryat Arba près d'Herbon, Ariel dans le nord de la Cisjordanie. Ce n'est que le début d'un projet colonial idéologique. Les gouvernements israéliens, surtout après 1977, sous le Likoud de Menahem Begin, financent routes, logements, subventions et protection militaire. En parallèle, la communauté internationale réagit. La résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU déclare clairement l'occupation des territoires par la guerre est inadmissible. Elle demande un retrait palestinien. Au contraire, dans les années 70 et 80, les colonies se multiplient, les routes de contournement apparaissent, les checkpoints se normalisent. En 1969, Yasser Arafat prend la tête de l'OLP et à Jérusalem-Est, malgré les résolutions mises en avant par l'Organisation des Nations Unies. Pour ma part, je ne sais pas vous me le direz dans les commentaires, mais pour moi, l'Organisation des Nations Unies n'est qu'un organisme mis en place par les États pour faire semblant qu'il y a une recherche de solutions de paix. Mais pour moi, elles sont toutes de mèche. On n'a qu'à voir les casques bleus en RDC par exemple. Les Congolais eux-mêmes demandent à la MONUSCO de dégager les casques bleus qui sont là depuis 1999 et qui n'interviennent jamais, qui militairement n'ont pas de pouvoir. À partir du moment où il y a un droit de veto mis en avant par un État, si un État dit non pour que l'ONU n'intervienne, l'ONU n'interviendra pas. Les années 90 s'ouvrent sous un espoir inédit. Après les décennies d'occupation, d'exil et de conflits, en 1993, sur la pelouse de la Maison Blanche, Yasser Arafat serre la main du premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Les accords d'Oslo vont donc débuter. Ils prévoient l'autonomie palestinienne limitée, un retrait progressif d'Israël et de certaines zones de Cisjordanie et surtout le début d'un processus menant à un futur État palestinien. Mais Oslo porte en lui une contradiction mortelle, l'accord ne gèle pas la colonisation. Au contraire, pendant les discussions de paix, les colonies s'étendent encore et en 1993, il y a 110 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. 10 ans plus tard, ils sont plus de 200 000. En 1995, l'espoir d'Oslo prend un premier coup fatal. Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste israélien opposé à la paix. Le processus déraille, la confiance s'évapore et le leadership bascule. En 2000, l'échec du sommet de Camp David où Bill Clinton tente une médiation finale met le feu aux poudres. La seconde intifada éclate, attentats, répression, destruction, couvre-feu. C'est l'une des périodes les plus violentes de l'histoire du conflit depuis 1948. Plus de 4000 morts en 5 ans, dont la majorité sont des Palestiniens. En 2006, le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes. Une guerre interne éclate entre le Hamas et Fatah. Hamas prend le contrôle de Gaza. Israël impose un blocus total sur la bande. Gaza, 40 km de long, devient l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Un territoire coupé, isolé et complètement asphyxié.
Dans les années 2010 et 2020, les colonies s'étendent encore, Jérusalem-Est est progressivement annexée dans les faits, la Cisjordanie est fragmentée par plus de 600 checkpoints et par un réseau de colonies abritant aujourd'hui plus de 700 000 colons israéliens. Sur le plan diplomatique, les négociations sont mortes. Les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017. Les accords d'Abraham en 2020 normalisent les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Sans obtenir le moindre droit pour les Palestiniens, le conflit, lui, continue de s'enraciner. Entre Gaza et Israël, les guerres ne cessent de se succéder. 2008, 2012, 2014, 2021, 2023 et jusqu'aujourd'hui. Chaque conflit renforce le cycle. Occupation, résistance, répression, colonisation, désespoir, explosion. Et aujourd'hui encore, le cœur du problème reste inchangé. La terre, les frontières, les droits, l'occupation qui dure depuis plus d'un demi-siècle, les colonies qui s'étendent malgré les condamnations de l'ONU, la fragmentation du territoire palestinien, le blocus de Gaza, l'absence totale d'un processus de paix. Le conflit n'est donc pas à la base religieux, il est territorial, politique et colonial. Il est le résultat d'un siècle de décisions, de migrations, de guerres, de promesses contradictoires et d'un rapport de force qui ne cesse de durcir. Depuis 1882, une même question traverse toutes les époques. Qui contrôle la terre? Qui gouverne? Qui a le droit d'y vivre? Tant que cette question sera sans réponse, le conflit ne s'arrêtera pas. Merci à vous d'avoir suivi ce documentaire. Si vous avez apprécié cette analyse, qui pour moi est objective, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à surtout à faire en sorte que cette vidéo se propage auprès du plus grand nombre. Nous devons comprendre pourquoi et comment ce conflit est l'un des conflits actuellement qui fait le plus parler, mais pourquoi ce conflit est-il présent? Si vous voulez soutenir le travail que je fais, n'hésitez pas à commander un exemplaire du roman Au-delà des ombres qui est paru en 2024, qui met en avant l'histoire de la jeune Amani, une jeune Congolaise qui grandit à l'est de la République démocratique du Congo, au milieu d'une région complètement fragmentée par la guerre. Sinon, partagez, commentez, likez. Merci à tous et on se dit à la prochaine pour un nouveau documentaire.